Bonjour à tous. La révolution numérique, qui est d'abord une révolution technologique, interroge le juriste. Pourquoi le droit doit-il s'intéresser à cette révolution et à certaines de ses conséquences, comme la blockchain ou le smart contract? Faut-il un cadre juridique pour ces innovations et comment le construire? Telles sont les questions traitées dans cette intervention, mais avant de les aborder de manière technique, commençons par nous poser une question plus immédiate. Question majeure. La technologie est un moyen de mener à bien des activités humaines et toute activité humaine, toute activité sociétale est susceptible de régulation par le droit. Cette régulation ne prend pas toujours la forme d'une norme écrite adoptée dans un cadre constitutionnel. Il n'y a pas que la loi ou le règlement. La régulation juridique est d'abord impulsée par les producteurs, les utilisateurs de la technologie. L'autorégulation, la corégulation, la régulation professionnelle ou corporatiste précèdent souvent l'intervention des pouvoirs publics. Légiférer s'avère nécessaire lorsque la technologie se diffuse auprès de populations moins informées, moins expertes, moins aptes à négocier une protection conventionnelle, individuelle ou collective. Légiférer peut aussi être un moyen de normaliser, d'adopter des standards. Tous les promoteurs de technologies nouvelles essaient de convaincre la société civile et les pouvoirs publics que la régulation juridique empêche le progrès. Internet, il y a quelques décennies, les voitures autonomes ou la blockchain aujourd'hui. Je ne pense pas que cela soit vrai. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Il est assez aisé de montrer que l'absence ou la faiblesse de la régulation des GAFAM aux USA en particulier a conduit à de nombreuses atteintes à l'ordre public, pas seulement économiques d'ailleurs, aux droits individuels et même aux libertés fondamentales. La régulation institutionnelle, rapportée à des innovations technologiques, est souvent critiquée parce qu'elle serait instable et lacunaire. Mais la technologie régulée par le droit peut être tout aussi efficace que la technologie maître du jeu. Pour cela, il faut que la régulation soit pensée et adoptée de manière démocratique, sans que les lobbies ne la vident de sens ou de portée. Il faut associer surtout les destinataires de la réglementation à son élaboration, afin de renforcer leur capacité à accepter celle-ci, parce que leurs attentes seront prises en compte, notamment sous la forme de consultations publiques. Sur les sujets technologiques et plus largement scientifiques, aucune expertise, et surtout pas celle des juristes, ne peut être négligée. Puisque les technologies numériques sont décentralisées, les parties intéressées seront donc réactives. Oui, bien sûr, le smart contract est aujourd'hui d'usage limité. Pour que son usage se répande, il faut créer un climat de confiance et de sécurité. Il faudra d'abord répondre à la question de savoir si l'on souhaite que le smart contract se développe. La démonstration est encore à faire de son utilité et de sa supériorité sur les outils juridiques actuels. S'il ne faut pas laisser se développer sans régulation juridique des technologies potentiellement attentatoires à l'ordre public ou aux droits et libertés individuelles, il ne faut pas se pencher sur tous les phénomènes scientifiques, sur toutes les modes. Et surtout, il faut agir à temps et avec mesure. Il faut, en premier lieu, veiller à la compréhension du phénomène par ses utilisateurs. Lorsqu'il est utilisé par quelques personnes familières des technologies innovantes, qu'il s'agisse de producteurs, vendeurs, acheteurs ou encore de professionnels de la comptabilité ou du droit, le smart contract n'a pas forcément besoin d'une régulation publique. Le smart contract utilisé entre professionnels peut être régulé par accord entre des parties dont la capacité de négociation est équilibrée. Les abus éventuels seront sanctionnés sur le fondement des usages du monde des affaires. Lorsque le smart contract se généralisera, et c'est bien ce qui est en train d'arriver, il sera forcément imposé à des acteurs économiques dont la capacité de protection ne sera pas suffisante. Si le droit ne s'intéresse pas au smart contract, alors que ce dernier peut apporter des solutions à des problèmes récurrents tels que la sécurisation du versement des dépôts de garantie, des abus se produiront qui pourront décourager les professionnels dont la responsabilité pourrait être engagée, et les parties, de le promouvoir ou d'y recourir. Un encadrement national des usages de la blockchain n'apparaît pas impossible.
Le droit français a bien consacré certaines de ses fonctions en matière de mini-bons et de titres financiers non cotés. Cela démontre que malgré sa nature mondiale, ou plutôt son usage mondialisé, la blockchain peut être régulée localement. Il convient toutefois d'être réaliste. L'existence de la loi ne suffit pas à en assurer l'efficacité et les lois inefficaces nuisent à celles qui le sont. Si la loi n'est pas respectée et si sa violation ne peut être sanctionnée efficacement, alors l'encadrement ne sert à rien. La détermination du champ d'application spatial de cet encadrement sera particulièrement difficile. La théorie des effets qualifiés, invoquée en droit européen de la concurrence, serait peut-être une piste intéressante. Il me semble en effet que le niveau adéquat de la régulation de la blockchain est l'échelon européen. Il n'y a pas d'instance mondiale de régulation centralisée des technologies et la créer est utopique. La conclusion de conventions internationales multilatérales est difficilement envisageable, mais un règlement européen, ou plutôt un paquet européen, pourrait être pertinent. La réflexion menée à propos de l'intelligence artificielle est à cet égard une source d'inspiration à ne pas négliger. Également, depuis bientôt 1 an, un projet de régulation des crypto-monnaies est connu, analysé et critiqué. Fin juin 2020, le Conseil européen d'innovation a octroyé 5 millions d'euros à 6 innovateurs sociaux à l'occasion du prix Blockchain for Social Good. Ce fut l'occasion de mettre en avant le fait que la technologie de la blockchain peut apporter des améliorations significatives dans des domaines comme la transparence des processus publics, la participation au processus décisionnel démocratique, le commerce équitable, l'inclusion financière et l'économie circulaire. Parmi les lauréats figurait Kleros, une plateforme française et décentralisée de résolution de contentieux en ligne, Prosume, une plateforme italienne d'échange d'énergie en système pair à pair, WorldProof, une firme néerlandaise de vérification d'authenticité de contenu. La problématique de la RSE émerge donc derrière ces projets blockchain et doit inciter l'Union à un effort rapide. Le futur wallet numérique des Européens, annoncé début juin 2021, pourrait aussi utiliser cette technologie. L'inconvénient de la régulation européenne est qu'elle avance lentement. Il peut s'écouler des années. Les États membres prennent alors l'initiative. En la matière, un dumping législatif serait redoutable. Pour adapter le droit positif, il faut d'abord se prononcer sur la notion de contrat intelligent. Le smart contract peut, en premier lieu, être analysé comme l'équivalent électronique d'un contrat. Il faudrait alors convertir toute la législation française en code informatique et exempter le smart contract des prescriptions légales en vigueur par une loi dérogatoire. Celle-ci pourrait être exprimée en code, selon la formule « code is law », et pas seulement en langage naturel. Le smart contract ne serait plus soumis au droit tel que nous le connaissons, mais serait doté d'une totale autonomie juridique, projection de son fondement technologique. La dérogation pourrait consister à proposer des réformes fortes, suppression de l'exigence de la certification de la signature électronique par un tiers de confiance, puisque la chaîne de blocs repose sur l'absence de tiers de confiance, instauration d'une présomption de renonciation à toute action en justice lorsque le smart contract est conclu entre des personnes qui ne se connaissent pas en raison de l'anonymat caractéristique de la chaîne de blocs. Abolition, en cas d'annulation du contrat, du retour à l'état antérieur. Exclusion du fait de réputer non écrites les clauses abusives ou de la prise en compte de décisions de justice accordant un délai de grâce, etc. Je ne crois pas que ce soit socialement acceptable en l'état, ou alors dans une sphère limitée aux seuls professionnels. Mais une autre possibilité est de considérer que le smart contract n'est pas un contrat. L'expression renvoie plutôt à un dispositif d'exécution automatique des obligations enregistrées lorsque les conditions d'exécution de ces engagements sont réunies, en prenant en compte l'ensemble des conditions et des limitations qui ont été programmées à l'origine dans le code du contrat. Le smart contract n'est pas intelligent, même si une couche d'intelligence artificielle est présente dans le programme informatique utilisé. Cette intelligence tient à sa capacité d'auto-exécution des obligations contractuelles enregistrées. C'est là l'aspect le plus intéressant, voire le seul aspect pertinent du code. Ces conditions automatiques d'exécution sont tributaires du cadre technique, qu'il ne faut absolument pas confondre avec le cadre juridique. Ces deux cadres ne sont pas automatiquement reliés l'un à l'autre, mais ils peuvent l'être par décision des parties ou injonction du droit.
Si l'on accepte de séparer le contrat acte juridique et le smart contract, entendu comme un simple mode d'exécution technique, ce qui semble compatible avec les pratiques actuellement constatées, il sera plus facile de développer des usages de la blockchain en matière contractuelle. Il suffit alors que les parties à un contrat, valablement conclu en dehors de la chaîne de blocs, conviennent, dans ce contrat, de recourir à un smart contract pour l'exécution de leur accord. Les principes directeurs du droit des contrats, liberté contractuelle, autonomie de la volonté, consensualisme et licéité des conventions sur la preuve s'allient pour créer un cadre juridique assez souple et sûr. Les adaptations requises pour le smart contract ne porteraient que sur les effets des conventions. Ainsi exprimée, la demande d'adaptation du droit peut être satisfaite par la modification d'un code existant, code de commerce ou code civil. Le code civil est le siège du droit commun des relations entre parties privées. Il est applicable en cas de silence des droits d'exception tels que le droit commercial. Il est donc l'outil le plus utilisé en matière contractuelle. Formellement, j'ai imaginé dans un de mes écrits que l'adaptation du droit au smart contract prenne place dans une sous-section 3, ajoutée dans la section consacrée aux effets du contrat entre les parties, après les sous-sections consacrées à la force obligatoire d'une part et à l'effet relatif d'autre part. Le Code civil pourrait prévoir plusieurs dispositions, confirmant la possibilité pour les parties de coder les obligations créées par le contrat conclu entre elles en vue d'en assurer une bonne exécution. Un premier article établirait le champ d'application de ces nouvelles dispositions. Seuls des contrats consensuels, créant des obligations ayant pour objet des prestations simples à exécuter et soumises à peu de conditions, conclus entre des parties disposant d'une puissance économique équivalente, devraient être concernés. Un deuxième article poserait le principe de la séparation entre le contrat, acte juridique conforme au droit qui lui est applicable, et le smart contract, modalité conventionnelle d'exécution du contrat. Un troisième article avertirait les parties qui décideraient de recourir au smart contract de la rigueur d'exécution des obligations inhérentes au mécanisme. Le législateur imposerait, par exemple, qu'une information précise soit donnée lors de la conclusion du contrat contenant la clause de recours au smart contract. Un quatrième article rendrait obligatoire le versement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi par l'exécution d'obligations nulles ou réputées non écrites par le droit applicable, mais que le mécanisme automatique résultant de la clause smart contract aurait quand même exécuté. Des dispositions sur la responsabilité devraient également être retenues. Responsabilité des créateurs du logiciel, si la chaîne de blocs se montre impuissante à réaliser les actions promises. Responsabilité des utilisateurs, si l'un d'eux corrompt la chaîne de blocs, privant les parties au contrat de l'exécution automatique de leurs obligations. Quoi qu'il en soit, il faudra tenir compte d'une réalité. L'électronisme et la vulnérabilité numérique de certaines catégories de population empêcheront la généralisation du smart contract, même via le Code civil. Il s'agit là d'une autre question dont le notariat peut s'emparer aussi, dès ce congrès peut-être. Pour le découvrir, vous pouvez retrouver d'autres interventions et d'autres masterclass consacrées à la révolution numérique et à ses conséquences juridiques sur le site du Congrès des notaires de France. Je vous remercie de votre attention et remercie les organisateurs de leur aimable invitation.